merci. Merci de l'invitation. Déjà à Michel notamment pour venir vous parler là, dans cette audience qui est un petit peu vide, mais j'espère qu'il y a aussi du monde en ligne, donc de ces travaux sur le foie bioartificiel qui font suite à l'exposé de Jean-Charles Duclos-Vallée. Mais là, moi, je vais vraiment me concentrer sur une application particulière sur laquelle on travaille à Compiègne en collaboration notamment avec l'équipe de Villejuif depuis... je n'ose pas dire presque 20 ans, mais c'est le cas maintenant, si je fais un petit peu le compte. Et donc, je voudrais vous donner plutôt une vue d'un bio-ingénieur, puisque moi, je fais de la recherche en bio-ingénierie, par rapport à ces applications. Donc, je ne vais pas repasser une revue de la littérature, parce que vous avez vu énormément de choses précédemment, mais plutôt partager avec vous notre histoire un petit peu et toutes les difficultés, tous les progrès qu'on peut avoir dans le domaine. Donc, moi, je m'intéresse à la suppléance d'organes et donc, plutôt, on travaillait initialement sur des organes artificiels. On est venu sur le foie bioartificiel un petit peu plus tardivement, avec l'objectif donc de proposer des dispositifs de suppléance qui ne soient pas purement artificiels, comme c'est le cas du Mars, par exemple, du système que vous pouvez utiliser dans le cas de la suppléance hépatique, mais vraiment de travailler sur cette notion de reconstruire à la fois la structure pour mimer les fonctions de l'organe, et donc c'est ce qu'on appelle des organes bioartificiels ou des produits d'ingénierie tissulaire. Alors pour faire ça, bien entendu, il faut connaître les fonctions du foie. Alors là, je ne vais pas passer mon temps à vous les expliquer parce que vous les connaissez beaucoup mieux que moi. Simplement pour vous dire mon témoignage, c'est que quand j'ai demandé à mes premiers collègues hépatologues, etc., de me faire une liste des fonctions du foie, puisque c'est ce que j'attendais moi en tant que bio-ingénieur pour pouvoir essayer de voir comment on pouvait les remplacer. Qu'on m'a répondu, on ne les connaît pas toutes, moi ça m'a beaucoup perturbée, mais ça prouvait bien justement qu'il fallait aller vers ces démarches bioartificielles. Donc en plus de ces fonctions, ce qui est très intéressant, ce que Jean-Charles a déjà expliqué, c'est que le foie a une structure qui est très très complexe, et c'est cette structure qui certainement lui confère ses fonctions en termes d'organisation, en termes de type cellulaire qu'on va y retrouver. Et donc là, ça va nécessiter en fait de nombreuses approches différentes qui font appel aussi à des techniques très différentes de technologie biomédicale, que ce soit de l'imagerie, que ce soit des coupes, etc., pour essayer de mieux comprendre comment s'organise cette architecture en 3D. Et c'est vrai qu'on a des beaux dessins à l'heure actuelle, mais ce n'est pas forcément si simple que ça, finalement, de le reconstruire en vrai quand on a les cellules à disposition. Encore une chose importante à noter, c'est que les cellules hépatiques, elles ne sont pas comme ça dans la nature, elles sont dans un environnement. Il y a une matrice extracellulaire qui a une certaine souplesse ou rigidité suivant les cas que l'on veut finalement reproduire. Et ça, c'est des choses qui ont été un petit peu négligées par le passé, je pense, et sur lesquelles on se penche beaucoup plus maintenant, c'est-à-dire quand on va vouloir faire un organe bioartificiel, essayer de mimer, de redonner une matrice extracellulaire dont les propriétés mécaniques vont ressembler au tissu natif. Et vous savez que le foie sain a vraiment des modules de Young qui sont très très faibles, qu'on peut mesurer par des techniques d'élastographie ou ici de RM. Et puis, quand on va vers un cas plus cirrhotique, on a une rigidité de cette matrice. Et donc nous, en tant que bio-ingénieurs, si on veut reconstruire quelque chose, il faut qu'on soit aussi très très vigilant par rapport à cela, parce que les matrices que l'on peut avoir à disposition n'ont pas forcément le même type de comportement mécanique. Donc finalement, si on fait un petit bilan de tout ce dont on a besoin pour reconstruire un foie bioartificiel, on a besoin de cellules. Donc il y a différents types cellulaires qui sont théoriquement à disposition. À l'heure actuelle, aucun n'est parfait si on veut aller vers une application clinique. On fonde effectivement beaucoup d'espoir sur les cellules souches de type IPS notamment, mais on est encore un petit peu loin de l'application clinique. On va avoir besoin de cultiver ces cellules au sein d'un biomatériau d'une matrice, comme on vous l'a déjà expliqué, avec différents objectifs. C'est d'une part d'offrir un support, mais aussi potentiellement, si on travaille bien sur cette matrice, d'offrir une protection immunitaire aux cellules, en travaillant sur la porosité de la matrice, avec comme objectif, bien entendu, d'avoir une forte fonctionnalité cellulaire qui va permettre de remplacer, in fine, les fonctions du foie. Ça nécessite aussi, puisque le foie est un gros organe, d'avoir beaucoup de cellules dans ces dispositifs extracorporels. Et ce qui est certainement très important, c'est d'avoir des très bons échanges avec le plasma. En effet, on dit que le foie est fortement vascularisé. Dans les systèmes qu'on va utiliser, vous avez vu que pour l'instant, il n'y a aucune vascularisation. Et donc, il va falloir trouver d'autres moyens pour pouvoir amener les nutriments, l'oxygène, et puis éliminer, ou en tout cas faire transporter les métabolites, que le système de vaisseau sanguin. Et c'est pour ça qu'on utilise en général des bioréacteurs.
Alors le concept sur lequel on a travaillé, nous, depuis un bon nombre d'années, comme je le disais, c'est un concept d'encapsulation des cellules dans des billes d'alginate. Donc ces cellules peuvent être ensuite utilisées dans un circuit extracorporel, qui est plus complexe que celui-ci, bien sûr, hein, mais dans lequel, en tout cas, il y a cette notion de bioréacteur dans lequel on va favoriser les échanges avec les cellules encapsulées. L'alginate est un matériau qui est relativement poreux et très, très inerte par rapport au comportement cellulaire. Et on peut aussi envisager, bien entendu, une implantation directe sur différents sites de ces cellules encapsulées. Donc ça, ce travail, il a commencé, je dirais, de façon vraiment très opérationnelle il y a une dizaine d'années maintenant, hein, donc en collaborant déjà avec le centre hépatobiliaire de Villejuif et puis différentes équipes INSERM. Et il a montré un certain nombre de résultats et on s'est très très vite aperçu, et ça c'est quelque chose dont je voudrais parler aussi ici, c'est vraiment tous les aspects réglementaires qu'on va développer ce nouveau type de dispositif. Eh bien, on tombe dans des catégories réglementaires très spécifiques qu'on appelle les advanced therapies, hein, donc, qui ont été décrites à partir de 2007 et régulées à partir de 2007. Avant, il n'y avait strictement rien. Et donc, malheureusement, comme c'était des sujets très compliqués, il a très vite été décidé que bien ces advanced therapies, ça tombait sous le joug finalement du médicament, et donc que les études qui allaient devoir être menées seraient les mêmes que celles du médicament. Pour complexifier la chose, on a aussi besoin dans un circuit extracorporel d'un dispositif médical qui est le dispositif de plasmaphéreuse, etc. Donc en fait, finalement, un foie bioartificiel, c'est un médicament combiné de thérapies innovantes, et donc ça va répondre à de nombreuses exigences sur le plan réglementaire qu'il faut prendre en compte finalement dès le début de la conception. Donc si on regarde cette conception dans une vue d'ensemble, il ne s'agit pas simplement d'avoir un dispositif final qu'on va pouvoir brancher chez le patient, il faut vraiment voir tout le processus, toute la chaîne quasiment logistique, hein, pour d'une part avoir des hépatocytes, donc est-ce qu'ils seront primaires, est-ce qu'ils seront cultivés, les préparer, les encapsuler, les stocker, parce que le patient il n'est pas forcément, il va pas arriver au moment où vous avez encapsulé les cellules, donc il faut bien pouvoir stocker ces cellules, donc les congeler, puis les décongeler, les placer dans des bioréacteurs, et enfin on arrive au lit du patient. Donc toutes ces étapes-là, eh bien, elles sont soumises à de nombreuses contraintes, régulation, production des cellules, contraintes de qualification des matériaux, etc., qu'il faut en prendre en compte dès le début du processus. Alors je vais vous donner simplement quelques éléments qui nous ont permis d'avancer dans ce domaine. Ceux-ci, vous les avez déjà vus, c'est vraiment de favoriser les interactions cellules-cellules si on veut avoir des cellules qui restent matures et fonctionnelles. Donc dans le cas par exemple de cellules qu'on a dans une étude sur le rat, on a pu faire des extractions, on a fait des co-cultures et on voit des organisations cellulaires qui sont très intéressantes au niveau des sphéroïdes, avec notamment très peu de synthèse de collagène, ce qui est très bien puisque dans ce cas-là, ça veut dire qu'on n'est pas dans un état fibrotique a priori. On peut aussi vraiment favoriser ces interactions cellule-cellule pour aider leur maturation, tout en faisant attention de ne pas faire de trop gros agrégats, parce qu'à ce moment-là, on va avoir des problèmes de nécrose au centre. On va donc produire ces billes d'alginate avec des procédés qui sont là relativement simples, c'est-à-dire qu'on mélange les cellules ou les sphéroïdes avec de l'alginate qui est un polymère liquide. On l'extrude, on obtient des petites gouttelettes qui tombent dans un bain de calcium, et c'est ce bain de calcium qui va permettre de rigidifier, de stabiliser la structure, et donc on obtient finalement les fameuses billes dont je vous ai déjà montré une illustration. On va donc les caractériser sur le plan mécanique, puisque, comme je vous disais, c'est très important d'avoir cette matrice extracellulaire, cet environnement qui soit aussi souple que possible. Et donc là, ça va vraiment dépendre de la composition, de la concentration d'alginate. Et donc, on a pu montrer que suivant les compositions que l'on choisissait, on avait vraiment des billes qui avaient un module d'élasticité qui était proche du foie sain, mais qu'on pouvait aussi plutôt là pour des études pharmacologiques, par exemple, aller vers des modules plus rigides qui pourraient mimer des pathologies telles que la stéatose ou la cirrhose. Donc vraiment, je reviens sur l'importance de cet environnement adéquat. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers le préclinique? Alors nous, on a commencé par concevoir un dispositif à l'échelle humaine. Pourquoi? Parce que c'était simple au niveau du dispositif médical. On est parti d'une machine de plasmaphéreuse, et puis on s'est dit, une fois qu'on a le plasma, eh bien, on va avoir un circuit secondaire dans lequel on va placer nos billes d'alginate, donc dans notre bioréacteur. C'est les petits bioréacteurs, les bioréacteurs que vous voyez ici. On a estimé qu'il fallait 1 litre de billes pour avoir suffisamment de cellules
pour pouvoir remplacer les fonctions du foie. Je dis estimé parce que pour l'instant, on n'a pas encore prouvé ce nombre, mais c'est ce qui est relativement admis dans la littérature. Donc vous avez ce dispositif-là qui marche à l'échelle humaine, et on s'est posé la question des essais précliniques. Et pas que nous qui nous la sommes posés. Et donc du coup, souvent on dit il va falloir avoir recours à un modèle animal. Donc il y a deux options, soit un modèle gros animal qui coûte cher, qui n'est pas facile à mettre en œuvre, soit on fait comme en pharmacologie, on va retomber sur des modèles petit animal, type rat, souris, etc. Mais là, se pose la question de qu'est-ce que je fais de mon système qui est à l'échelle gros animal, humain, parce que quand je vais vouloir faire une circulation extracorporelle chez le rat. Donc on doit tout rediminuer d'échelle. Donc ça, c'est les travaux qu'on est en cours de faisabilité au niveau du laboratoire, donc d'avoir miniaturisé ces dispositifs. Et donc ça, c'est des choses qu'on sait faire a priori dans le domaine de l'ingénierie. Ce qu'on sait moins faire, c'est la connexion à l'animal. Et donc on a commencé à travailler avec les cellules EPRG avant de travailler avec les iPSC dont Antonietta Messina vous a parlé ce matin. Donc il y a différentes phases pour pouvoir mettre en place tout le système. Il y a déjà la phase de conception primaire d'un circuit complet qui va être vraiment représentatif du circuit que l'on avait conçu à l'échelle humaine. Ensuite, de qualifier les fonctions cellulaires dans un fonctionnement normal, c'est-à-dire on va dire avec du milieu de culture classique. Ça, en général, ça marche très très bien, mais on sait que ces cellules-là, on ne va pas les utiliser dans du milieu de culture. Quand on sera chez le patient, on va les utiliser dans un plasma qui plus est pathologique. Et donc, on a complexifié au fur et à mesure ce milieu de culture en rajoutant des protéines pour avoir une concentration protéique qui soit semblable à celle d'un plasma, et puis ensuite en ajoutant des facteurs tels que des lactates ou de l'ammoniac pour mimer un plasma pathologique. Je n'ai pas le temps de tout vous montrer aujourd'hui, malheureusement, simplement pour vous dire que, effectivement, on a pu qualifier ces différentes étapes et montrer qu'en fait, il y a un moment où il faut acclimater les cellules encapsulées à ce plasma pathologique plutôt que de le mettre directement en contact, ce qui a tendance à avoir un effet très délétère sur les cellules. Donc, si on observe dans les protocoles que l'on a utilisés, on fait d'abord une culture pendant 14 jours pour laisser maturer les cellules. Ensuite, on va mettre en première phase de contact avec un plasma équivalent qui n'est pas pathologique. Donc, on pourrait dire que c'est une phase de priming du système. Et puis ensuite, là, on va venir faire le traitement prévu. Donc là, pour l'instant, ce sont encore une fois des expériences in vitro, mais avec ce modèle de plasma pathologique. Et donc, on peut montrer qu'on arrive notamment à maintenir, voire augmenter la synthèse d'albumine par rapport à des conditions standards, mais aussi on obtient des très bonnes détoxifications des lactates et de l'ammoniac, tout en maintenant une bonne viabilité cellulaire. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce chemin-là que je vous explique, c'est une dizaine d'années de travail, donc on n'y est pas encore à la clinique, mais donc on s'en rapproche. Les gros espoirs, c'est que maintenant on a de nouveaux types cellulaires à disposition parce que les primaires humaines, on n'en aura jamais assez, on n'a pas de greffon, donc on n'aura pas de primaires humaines en quantité suffisante. Donc les nouveaux espoirs, ce sont vraiment ces cellules souches pluripotentes induites, dans lesquelles il faut vraiment travailler cette différenciation, et c'est ce qu'a montré Antonietta Messina ce matin. Travailler beaucoup sur ces notions de bioréacteurs parce qu'on a cette biomasse à produire, cette biomasse qui doit être fonctionnelle, qui va remplacer donc l'équivalent du foie. Et puis donc toutes ces questions de translation vers la clinique qui bien entendu ne peuvent se faire qu'avec les cliniciens. Et donc on est très heureux encore une fois de cette collaboration et en faisant bien attention à toutes ces questions réglementaires qui pourraient sinon aboutir à un dispositif qui pourrait sembler fonctionnel mais qu'on n'aura jamais le droit d'utiliser chez les patients. Voilà, je vous remercie. Et puis, je remercie aussi au passage toute l'équipe à Compiègne. Là, vous voyez tous les doctorants qui ont travaillé sur ce sujet depuis un certain temps. Et puis, les collaborateurs déjà cités sur le site de Paul Brousse. Merci.